Ludovic Bertillot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous à Roanne. Alors chez moi, oui, et chez Taylor Jacket en plus, toi, donc On a la chance, doublement à la maison. on a la chance d'être bien accueillis dans un lieu qui est magnifique, Ouais. avec j'ai en face de moi des chemises qui me font très envie, donc je ne sais pas si je vais pas repartir avec une chemise. Ça, il faut voir avec Jérémy, tu vois, c'est après ça. Alors on va parler bien entendu de Roanne, on va parler de votre carrière. Et la première question qui m'est venue quand j'ai lu un peu votre bio, c'est finalement le tennis ça mène à tout. Le tennis, ça mène à pas mal de choses parce qu'effectivement, tout part de là. C'est comme mon premier job, parce que on va dire, j'ai fait mes études à Roanne, mais est-ce qu'on peut parler d'études? J'ai fait 6e, 5e à Jules Ferry et ils m'ont dit il faudrait peut-être partir, donc je suis parti. Après, j'ai fait 4e, 3e à Albert Thomas. Et là, ils m'ont proposé un BEP sanitaire et social à l'époque. Donc Une voie de garage, moi je dirais. Hein. Donc J'ai fait un peu la même chose. Et j'ai fait beaucoup de tennis, donc j'ai passé le monitorat de tennis et je suis parti travailler au Club Med. On est dans les années 1988-89. Je pars travailler au Club Méditerranée, je rencontre Elie Kakou, qui était au Club Méditerranée depuis longtemps, et je commence à faire de la scène. Et là, j'ai vraiment une petite lumière qui s'allume dans ma tête. Et je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc j'ai commencé après au Club Méditerranée, j'ai fait pas le tour du monde, mais j'ai énormément voyagé. J'ai donc tennis, responsable des sports, responsable animation. Donc à la fin, je faisais pratiquement que de l'animation. Et j'arrête le Club Med en fin 97, début 98. C'est là que j'arrête le club. Il m'arrive un gros problème physique parce que je chope ce qu'on appelle une méningo-radiculomyélite. C'est une très grave maladie quand j'étais à Paris. Donc j'ai failli y passer. C'est le virus de la méningite qui attaque la moelle épinière. J'ai été hospitalisé à Roanne pendant plus de 6 mois. J'ai eu de la chance. Je m'en suis sorti et tout va bien aujourd'hui. Et après, je rentre sur Canal+. Voilà, je travaille avec Michel Muller sur Fallait pas l'inviter à l'époque. C'est tout ce que j'avais noté. Voilà, donc ça c'était les débuts. J'ai eu de la chance de bosser avec ce garçon qui m'a appris énormément de choses. Après, je rencontre Gérard Depardieu en 2002 sur Tais-toi, le film de Francis Weber. Et puis après, Jean Reno et voilà, et puis plein d'autres personnes. Catherine Deneuve, fait plein de belles personnes dans le monde du cinéma et de la télévision. J'allais vous dire, votre parcours, c'est une suite de rencontres. Mais ces rencontres, elles sont venues à vous? C'est vous qui les avez provoquées? Parce que souvent, on est un peu, on attend, on dit on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Et puis je vais prendre mon exemple, il se passe rien. Mais vous êtes allé à la rencontre, ou alors c'est vraiment que vous avez de la chance? Moi, quand j'ai arrêté le Club Méditerranée, je me suis dit, je veux devenir comédien. Voilà. Mais quand tu te dis, je veux devenir comédien et que tu arrives à Paris. C'est grand que Paris en plus. Paris, c'est grand. Devenir comédien, c'est pas évident. Et puis, c'est un peu c'est comme si c'était en bas d'un mur lisse. Tu veux y arriver en haut et tu sais pas comment commencer. Donc, c'est un petit peu compliqué, même très compliqué. Et puis, déjà, personne t'attend à Paris, c'est ce qu'il faut savoir. Ça, c'est sûr. Mais c'est ce que je dis tout le temps, moi, dans les interviews. À chaque fois que je fais une interview, j'ai toujours expliqué, parce que les gens me disent, mais pourquoi toi, ça a marché? Aujourd'hui, tu as plus de 170 films, 4 one-man shows, plein de pièces de théâtre. J'ai de la chance d'avoir pas mal de projets. Et moi, j'explique toujours que quand je suis arrivé à Paris et quand j'ai commencé, j'ai jamais eu de plan B. C'est-à-dire que mon plan A, c'était tout le temps de devenir comédien. Et après réalisateur, mais toujours comédien. Et je me suis toujours focalisé là-dessus. Et je me suis jamais dit, si ça ne marche pas, je ferai autre chose. Ouais, je me suis jamais posé la question que ça ne marcherait pas. Et je pense la ligne droite et le point. Et je pense que ça fonctionne dans le monde du cinéma, mais ça fonctionne dans tous les jobs. Quand vous voulez, Jérémy Jacquet qui a monté sa boutique ici, quand il s'est dit, je veux devenir tailleur sur mesure à Roanne, tout le monde lui a dit, mais t'es fou, un tailleur sur mesure à Roanne, ça marchera jamais. Lui, il avait son idée, il avait envie de le faire, et il l'a fait. Et moi, c'était pareil, et c'est ce que je conseille à tous les jeunes. Il y en a beaucoup qui me demandent, voilà, nous, on veut devenir comédien ou comédienne, ou même pas automatiquement en tant que comédien, ça peut être technicien, réalisateur, preneur de son, caméraman. Si tu as un objectif, ne le lâche jamais. Avance, et même si parfois c'est compliqué, parce qu'on dit, oui, voilà, il y a des problèmes d'argent, à Paris, la vie coûte cher, mais il faut se focaliser dessus. Et quand vous avez une idée ou une envie, dans n'importe quel boulot, il faut jamais lâcher. Comme on dit, never give up. La première leçon, c'est de foncer. Voilà. Mais je reviens à la question, comment on les fait ces rencontres? On les provoque, on va aux bons endroits. Ouais. Moi aussi, j'aimerais rencontrer plein de gens. Non, j'ai la chance aujourd'hui de vous rencontrer, mais j'aimerais en rencontrer d'autres. Moi, j'attaque ce métier. On est en 1997. 98, et c'est pas comme maintenant. Il n'y a pas les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn ou autres, où maintenant on peut rencontrer aussi des gens, on peut leur envoyer, parce qu'ils ont tous des comptes avec ces réseaux sociaux. À l'époque, c'est vrai que c'était plus
compliqué. Donc qu'est-ce qu'on faisait ? Moi je me rappelle, on va frapper aux portes des productions. Il y avait un bouquin qui s'appelait Écran Total à l'époque où le film français, qui existe encore d'ailleurs toujours, qui sortait. On regardait les films qui étaient en préparation, on allait dans les boîtes de prod et on allait déposer un CV, une photo et on y allait. Moi je me rappelle d'une fois, je suis arrivé dans une boîte de prod un matin à 9h30 du matin pour rencontrer un directeur de casting. Et le directeur de casting m'a reçu, il était 21h le soir. Ah ouais. Je suis resté 12 heures assis sur un espèce de canapé comme celui-ci, On a le temps à de réfléchir, attendre. hein. T'as le temps de cogiter. Et le mec m'a dit, mais t'es encore là, toi ? Je lui ai dit, bah ouais. Il me dit, c'est là depuis quoi ? Bah, j'y suis arrivé ce matin à 9h. Et il m'a dit, bah, donne-moi ton CV. Et après, j'ai fait pas mal de films avec ce directeur de casting et cette boîte de prod. Donc, encore une fois, ne jamais lâcher, toujours garder son objectif, avancer, avancer, avancer. Et on a une chance que ça puisse fonctionner. Oui, mais il y a aussi une chose, vous parlez d'avancer, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avancer, c'est sûr, mais il faut aussi peut-être une pointe de talent et de travail. Alors ça, c'est... Parce que ça, c'est ce que les jeunes oublient, ils veulent tous être célèbres, mais il faut aussi avoir du talent, non ? Mais ça, on va dire, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ouais. Tu vois, c'est que quand tu commences à tourner, quand tu fais des films, si jamais t'es vraiment pas très 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 bon, enfin si jamais t'as pas un truc, bon, on te rappellera pas, puis tu le verras par toi-même que ça passera pas. Moi, je dis pas que je suis bon ou pas bon, c'est pas à moi de le dire, mais j'ai de la chance de bien passer à l'écran et que à chaque fois il se passe des trucs, donc c'est bien. Et puis à chaque fois, les gens te rappellent, on te propose différents rôles. Moi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai passé quand même ma vie. Moi, j'ai 56 ans, mais à part quelques rôles, dont un avec Afsia Herzi que j'ai fait il y a pas longtemps, et je vais en refaire un autre dans pas longtemps avec elle, mais j'ai passé ma vie à tuer des gens, à violer des femmes, à tuer des gosses et à brûler des maisons. Non mais tu vois, c'est marrant parce que quand on commence à te donner une espèce de... Je vais peut-être me reculer un petit peu. Non, mais quand on commence à te donner une espèce de rôle dans un certain style, c'est très dur après de changer de style de rôle. On est dans une case. On est dans une case. Après, c'est déjà bien d'avoir un emploi et de pouvoir travailler, mais on est très vite catalogué. Voilà. On a parlé de rencontres et moi je voulais revenir. Déjà, Élie Kakou, c'est très émouvant parce que c'est quelqu'un qui a fait rire presque toute la France et qui est parti très jeune. Ça s'est passé comment la rencontre ? Quel était l'échange ? Élie Kakou, c'était au Club Med. Ouais. C'était très simple. C'était au Club Méditerranée et je l'ai rencontré, on était en saison et c'est un garçon qui était déjà hyper gentil. C'était un écorché vif, Élie. C'est vraiment un écorché vif. Quelqu'un qui était... il montait sur scène. Boum, il avait tous les gens avec lui, tu vois, parce que dès qu'il montait sur scène et qu'il faisait son spectacle, les gens l'adoraient, les gens aimaient ce qu'il faisait, et tout de suite, il avait les gens dans la poche. Et il avait cette envie aussi, lui, de monter à Paris et de commencer des spectacles. Donc moi, j'avais 2 saisons avec lui. Après, il a arrêté, mais il revenait de temps en temps en vacances au club. Il repassait de temps en temps, on le voyait souvent. Et puis moi, je faisais pas mal de spectacles, et il me disait, mais viens à Paris, arrête le club, viens à Paris, viens t'installer avec moi, tu vois, enfin avec moi, viens à Paris. Je suis arrivé à Paris. Hélas, il est décédé 1 an et demi après, tu vois. Mais c'était un garçon qui a beaucoup marqué dans ma vie parce qu'il m'a aussi donné envie d'arrêter le club et de passer à l'étape du dessus. Une autre rencontre que j'ai beaucoup appréciée dans votre biographie, c'est quelqu'un que j'avais adoré à l'époque, qui malheureusement, j'ai pas bien compris, a un peu disparu, c'est Michel Muller. Comment s'est passée la rencontre et comment vous avez vécu ce passage ? Michel Muller, c'est très drôle parce que j'étais à Paris et j'ai une amie à moi qui me dit, écoute, il joue un spectacle au Palais des Glaces à l'époque et elle me dit, si tu veux, j'ai 2 places, est-ce que tu veux venir voir le spectacle avec moi ? Je lui dis, si tu veux, oui. Donc on va voir son spectacle. Il s'appelait Pas tout noir, pas tout blanc, si mes souvenirs sont bons, ça doit être ça. Ça doit être dans ces eaux-là, dans ce style d'humour. Voilà. Et on va voir et elle me dit, viens, on va lui dire bonjour dans les loges. Je le connais un peu. Bon, moi je la suis. On va lui dire bonjour dans les loges. On commence à parler. Michel me dit, et toi, tu fais quoi ? Je lui dis, écoute, moi je suis originaire de Roanne. J'ai bossé presque 10 ans au Club Med. Je viens d'arriver à Paris et je voudrais être comédien. Il me dit, d'accord. Il me dit, tu vas envoyer un CV photo à une directrice de casting dont je vais te donner le nom. Et moi, j'ai commencé une rubrique sur Canal+ qui s'appelle Fallait pas l'inviter. Je me rappelle. Des gens. Donc, je me rappelle. Donc, Nulle part ailleurs, non ? C'est sur Nulle part ailleurs, deuxième partie de Nulle part ailleurs. Gérard Jugnot vient faire sa promo et lui dit non, Jugnot, fallait pas l'inviter parce qu'il tournait des magnétos. Et j'envoie un CV photo. La semaine d'après, je suis convoqué chez Canal pour faire un sketch. Donc, je fais un premier sketch avec eux. Je me dis, j'en ai fait un. Et puis, j'en fais un. Je me rappelle la semaine d'après, un deuxième, un troisième. J'en ai fait plus de 70 en 2 ans. Je participais quelques fois un peu à l'écriture avec eux. Et j'ai surtout vu comment ils réalisaient. Parce que Michel, à la base, c'est un prof de maths. Donc il est très très cartésien. Et quand il y avait des problèmes sur le tournage, on tournait, clac, tout de suite il trouvait des fois pourquoi il y avait un problème et comment régler le problème.
Donc j'ai énormément appris avec ce garçon. Et tu as raison de dire qu'il a un petit peu disparu, parce que c'est vrai. Maintenant, il vit en Bretagne, tu vois. Il est du côté de Vannes. Il a un petit peu arrêté. Il en avait un petit peu marre du milieu. Il a travaillé. Moi, j'ai fait Wasabi avec lui, avec Jean Reno, tu vois, entre autres. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Après, on a fait beaucoup. J'ai fait La vie de Michel Muller et Plus belle que la vôtre. C'était son premier film où j'avais le rôle principal avec lui. On a beaucoup travaillé ensemble. Et maintenant, Michel, il est un peu dans le plus tranquille. Il est à Vannes. Il vit un peu. Il écrit encore des pubs. Il écrit des trucs de temps en temps. Mais il en avait un petit peu marre du milieu. Il est tranquille là-bas en Bretagne. Et est-ce que dans cette période Canal+, vous avez rencontré un Stéphanois célèbre qu'on a eu la chance de rencontrer plusieurs fois, qui s'appelle Bruno Gassio? Ah, Bruno Gassio, oui, c'était son anniversaire il y a 4 jours d'ailleurs, Bruno Gassio. Ouais, Bruno, en plus, on a un point commun, à part Canal+, c'est les Verts, quoi, c'est Saint-Etienne, tu vois. Donc, moi, je suis un fervent supporter de Saint-Etienne, et partout où je suis dans le monde, mais ça, je peux te le promettre, dès qu'il y a un match de Saint-Etienne, j'essaye de me tenir au courant du résultat, et quelquefois, quand ils perdent, ça arrive que ça me plombe la soirée. Hein. Ça nous arrive aussi. Ah non, mais vraiment, les gens ont du mal à comprendre. Ils disent, oh, ça va, c'est que du foot. Oui, c'est que du foot. Mais moi, quand ils perdent, c'est vous que ça m'embête un petit peu. Et moi, j'ai plein d'anecdotes, mais je vais peut-être pas toutes les raconter. Mais j'ai une des personnes que j'ai interviewées plusieurs fois qui est très très sympathique et qui me rappelle toujours ces années, c'est Patrick Révelli. Ah oui, bien sûr. Et il y a Christian Saramagna qui a vécu à Rouen. Et oui, il était sur la liste de la mairie il y a 6 ans. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps parce qu'on a fait une opération bénévole il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans au château de Chanlon, où il y avait tous les anciens Verts qui étaient venus. Et on a fait une opération caritative. Ils étaient tous. Il y avait Rocheteau, il y avait Saramagna, il y avait Kurkovic, il y avait tout le monde. Et moi, j'étais comme un gamin. Quoi. Je crois qu'on est tous des gamins quand on les croise. Oui, hein. bien sûr. On repart tous en 76. 76, ça a fait vibrer tout le monde, quoi, tu vois. Une autre rencontre hyper importante dans votre carrière, et c'est quelqu'un que je pense que tout le monde rêverait de rencontrer ou d'échanger quelques mots. Moi, le premier, c'est Gérard Depardieu. Ça s'est passé comment là aussi? Alors, Gérard Depardieu, le premier film que je fais avec lui, c'est en 2002. C'est le film de Francis Weber qui s'appelle Tais-toi. La directrice de casting, c'était Françoise Ménidret, et je me rappellerai toute ma vie. Je fais des essais pour le rôle, pour un rôle de tolard, justement, comme ça. C'est récurrent, ça, hein? Ouais, c'est souvent. Ouais. Donc je fais les essais. Pas de nouvelles pendant 4 mois et demi. Je me dis, c'est mort. Puis au bout de 4 mois et demi, Ménidret me rappelle et me dit, écoute, Weber a beaucoup aimé ses essais. T'es en option. Ah bon, ok, je suis en option. Bon, d'accord. Elle me dit, on te tient au courant. Et elle me rappelle à peu près 1 mois après. Elle me dit, c'est bon, ça a été validé pour le rôle. Je dis, waouh, tu vois. Et c'est au début du film quand Depardieu arrive en cellule et il fait un espèce de pénible qui est un petit peu chiant, tu vois. Donc moi, la première réplique, il me regarde, il me fait, tu manges? Je fais, non, je suis en train de chier. Ça, c'est la première réplique que je fais avec. Et ce jour-là, je me disais, il faut pas que je passe à côté. Tu vois, c'est un film hyper important pour moi. Gérard, il en a fait 200, on est plus là-dedans. Mais et c'est marrant parce que cette scène qu'on a tournée avec Depardieu en prison est une scène qui est devenue culte. Et vraiment. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un mot, comme quoi il me demandait pour les théâtres et les écoles de théâtre de pouvoir céder mes droits, ce que j'ai fait avec grand plaisir, pour pouvoir, dans les scènes de théâtre, jouer des fois un personnage qui joue le rôle de Gérard et l'autre qui joue mon rôle. Donc des fois, dans les écoles de théâtre, ils font jouer la scène qu'on a fait avec Depardieu et ça me fait très plaisir. Et il y a plein de gens qui, des fois, une fois, j'étais en Thaïlande, j'étais à Bangkok, et l'autre qui fait, hey, tu bouffes comme une pelleteuse! Je fais, c'est pas possible, à Bangkok. Et avec les gars, ils disent, c'est un truc de fou. Mais vous savez que j'ai un peu, quand je discute avec les anciens Stéphanois, les anciens Verts, c'est un peu des anecdotes dans ce genre dont ils me racontent au Brésil, en Afrique. Ils ont tous des anecdotes incroyables. Ça m'étonne pas. Et du coup, Gérard Depardieu, ça vous a ouvert des portes, ça a accéléré, si on peut dire, votre carrière? Alors, accéléré, je sais pas, mais en tous les cas, ce qui est bien, c'est d'avoir une belle scène comme ça, avec un monstre du cinéma, parce que c'est un monstre du cinéma, et d'avoir travaillé avec lui et de lui donner la réplique. Après, bon, tu fais ce qu'on appelle des bandes démos, donc tu le prends, tu le montres, et les gens, ils te voient, ils te reconnaissent un petit peu, donc c'est, on va dire, un accélérateur de carrière, c'est pas quelque chose qui est... Après, moi, j'ai eu de la chance, j'ai refait... On a fait 5 ou 6 films ensemble avec Gérard. J'ai travaillé avec Vincent Lindon. J'ai une très belle scène avec le film de Stéphane Brisé, Quelques heures de printemps. C'est pareil, tu vois, quand tu fais des scènes avec Lindon. J'ai aussi, dans le film avec Jean Reno, j'ai fait plein de films aussi, entre autres Wasabi, avec Les Seigneurs d'Olivier Dahan, tu vois, sur le foot. Enfin, quand tu fais c'est toujours bien de faire des gros films et de faire des belles scènes avec des gens un peu connus, parce que ça ne peut que te servir dans le bon sens. Et puis même toi, tu progresses énormément quand tu donnes la réplique à
à Vincent Lindon, à Jean Reno, à Gérard Depardieu, à Catherine Deneuve ou à d'autres, Catherine Jacob, enfin des gens comme ça, tu vois. Là, j'ai fait avec Max Boublil il y a pas longtemps sur Neuilly-Poissy. Là, j'ai fait avec Cad Merad, j'ai fait 2-3 films aussi, tu vois. Quand tu joues Ça c'est un régional, Cad Merad. Ouais, Cad Merad, ouais, ben, on se connaît bien avec Cad. C'est un ancien du club, il avait travaillé aussi au club avec Armand Lévy d'ailleurs. Et c'est que bénéfique pour toi parce que plus tu vas travailler avec des gens qui ont du talent, plus tu vas essayer de te mettre à leur niveau. Dernière question cinéma, est-ce que vous avez tourné dans la région? Est-ce que vous allez tourner dans la région dans les mois, dans les années qui viennent? J'ai tourné dans la région parce qu'on a fait le film d'Olivier Lousseau, La fille du patron. Oui. La fille du patron qu'on a tourné en 2015. Donc C'était une histoire de textile, non? Ouais, une histoire Oui, de je me rappelle. tout à fait. Sur des joueurs de rugby amateurs et l'équipe qui va être normalement décimée pour des raisons, on va dire, argent. Financière. Ouais, financière. Et là, on a tourné en 2015, tout à fait. On a tourné avec Olivier Lousseau, il est de la région, il est de Saint-Alban-les-Eaux, Olivier. On a d'autres projets dans les semaines qui viennent au niveau cinéma? Alors là, Quand je dis on, je parle de vous. Hein. Oui, non, alors non, je regarde. J'attaque un film de Paul Morinière, alors là, pareil, un film horrible, un très beau film, mais j'ai passé ma vie à faire des rôles de méchants, des rôles Et de diable, je tueurs. vois votre fusil qui dépasse. Moi, je travaille beaucoup à l'arme blanche. Et là, je fais un film qui s'appelle Anthropos, tu vois. Le film c'est un moyen métrage dont j'ai le rôle principal. Et alors là, c'est horrible. Je tue ma fille. Jusqu'à là, c'est pas. Ça m'est déjà arrivé souvent, tu vois. Mais je la cuisine, donc je vais au pot-au-feu et je vais la faire bouffer à mon fils. J'avais jamais fait ça encore. Ah ouais, c'est nouveau. C'est assez spécial. Voilà. Donc C'est faites vrai que- attention les enfants. C'est vrai que ça rigole pas. les scénaristes aujourd'hui, ils ont une sacrée imagination. On va Et dire. après, j'attaque le film d'Emmanuel Berco qui s'appelle L'Enragé avec Benoît Magimel. On tourne en Bretagne. Ça, je commence le 2 février. Donc c'est février, voilà, mars et quelques jours au mois d'avril aussi. Voilà. Là, je fais un gardien de prison au début du siècle. Alors, on a fait la partie cinéma, on a fait la partie télévision. On va faire la partie Rouen. Vous étiez monté sur scène et vous aviez fait un one-man show où vous parliez de votre jeunesse à Rouen. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on a à dire sur Rouen? Tellement de choses. Non, parce que c'est pas qu'on a. C'est-à-dire que je pense que c'est même pas dans la ville dans laquelle on est. C'est le parcours que tu as à l'intérieur de cette ville. Tu peux vivre à Las Vegas ou à Saint-Germain-Laval ou à Comelles-Vernet Ou à Saint-Étienne. ou à Saint-Étienne, tu vois, il peut se passer plein de trucs. Et moi, j'étais quand même, comme je le dis, et je conseille pas de le faire, mais à l'école, j'étais un petit peu polisson, tu vois, donc j'ai raconté ça un petit peu. Tu vois, que moi, c'est pas que j'aime pas l'école, c'est que je pense que j'étais pas adapté au système scolaire. Et puis moi, c'est pas ça, c'est même pour une vanne ou un truc comme ça, je pensais à chaque fois, c'est faire des conneries, faire rire mes copains, faire rire mes copines. Dès que je pouvais faire rire quelqu'un ou un truc comme ça, c'était le bonheur pour moi, tu vois. Quand vous êtes hors de Rouen, vous le vendez comment, Rouen? Vous explique. Quand vous dites je suis de Rouen, on vous parle tout de suite de gastronomie ou alors on vous parle d'autre chose? Alors on parle de 2-3 trucs à Rouen. Ouais, On te parle, alors souvent, on parle de la chorale de Rouen. ouais, le basket. Le basket. Donc la chorale de Rouen, on parle de ça. Et effectivement, en premier ex-aequo, deuxième, tu as la gastronomie. Les Trois gens Gros. qui connaissent un peu la gastronomie te parlent du restaurant Trois Gros, effectivement. Et aussi de la praluline. Eh oui, Il y a c'est- la fameuse François Pralu avec la praluline. Donc les gens disent ah mais j'ai mangé une brioche aux pralines. Alors, il y en a un jour il m'a dit praluline. Il me dit c'est de Lyon. Je dis quoi? Non, c'est pas de Lyon. oh l'affront, Ouais. oh l'affront. Donc voilà. Donc les gens en général te parlent soit de gastronomie, que ce soit la praluline, que ce soit Trois Gros, ou alors le basket. C'est vrai que le sport est assez présent. Voilà. Et moi, j'avais le souvenir quand j'étais petit, on nous parlait beaucoup d'armes aussi qui se fabriquaient Oui. à Rouen. Bien sûr. Vous qui êtes un grand tueur en série dans la fiction, Ah ouais. on parlait beaucoup de chars. Ah ouais, non, bien sûr, parce qu'il y avait l'Arsenal qui était Oui, aussi tout à à Rouen. fait. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillaient à l'Arsenal. Donc oui, non, effectivement. Non, mais Rouen, je crois, commence à retrouver un petit peu des lettres de noblesse avec tout, même tous les villages qui entourent Rouen, tu vois, je veux dire. Il y a des choses à découvrir, il y a des belles choses. Hein. Le Petit Prince ou l'Aventure ou le Château de Chanlon, tu as des super restaurants, tu as les vins de la côte rouennaise qui ont énormément progressé, tu vois, donc depuis ces dernières années, on fait vraiment des belles choses. Donc, puis la côte rouennaise, c'est joli, il y a plein de trucs dans la côte rouennaise. D'ailleurs, Moi, je suis vraiment un chaud représentant de ma région et j'aime ma région. Tu vois. il y a 5 minutes avant de vous croiser, j'ai appelé un ami qui a un cabaret à Renaison. Il s'appelle Frédéric Arnaud. Il m'a dit tu salueras Ludovic. Il doit se souvenir de Bien moi. sûr, très bien, oui, bien sûr. Oui, il y a aussi la culture et le spectacle à Rouen. Regarde, tu parles de spectacle, tu me lances une perche. Moi, je suis parrain d'un cabaret qui s'appelle le cabaret chez Bijoux. Un cabaret transformiste qui est à Villeray. Je connais. Ouais. Tu vois, Je suis jamais
Si, je suis allé manger, mais j'ai jamais Moi, vu le Moi, spectacle. je suis parrain de ce cabaret, et c'est ce que j'ai dit à Bijou quand il a monté son truc. Je lui ai dit, mais je trouve ça énormément de respect. Une personne qui te dit, je vais monter un cabaret transformiste à Villeray, quand tu vas voir le banquier, tu dis, oh, je vais monter un cabaret transformiste à Villeray, le mec qui te fait. Vous êtes sûr? Et vous faites quoi dans la vie? Ben, je fais partie des gens du voyage. Ah. Alors je dis, pour ton oseille, il y a deux solutions. Soit il a eu très peur, Ouais. soit vraiment ton dossier était solide. Et le dossier était solide et ça a fonctionné. Et moi, j'adore Bijou, j'adore son cabaret. Ouais, on il y a- mange très il y bien. a des gens qui viennent Il y a de partout maintenant, il y hein. a un super spectacle. À Renaison, il y a aussi le cabaret d'élégance. Mais Oui, il y a- c'est ça. Il y a plein de trucs, tu vois. Il y a vraiment plein de trucs qui se passent à. On en parlait il y a 2 secondes. Et ça, c'est bien. Roanne est une ville qui est en train de beaucoup bouger, quoi, tu vois. Et moi, il y a 2 mois et demi, ils m'ont remis la médaille de la ville de Roanne et j'étais très fier. Mon père aussi, je crois que mon père était plus fier que moi, tu vois. Et C'est ce même qui arrive Michel souvent. Froigros m'a appelé, m'a dit, écoute, Ludovic, bravo pour ta médaille. Et j'ai remarqué que ça plaisait beaucoup aux gens un peu plus âgés aussi. Tu vois ce que je veux dire. Les jeunes, bon, hein, mais les anciens te disent, oh, ils ont la médaille de la ville. Donc, évidemment, j'ai été très, très, très reconnaissant que M. Nicolin et la mairie de Roanne me remettent la médaille de la ville, tu vois. Donc, Bah, c'est déjà bien parce que moi j'en ai pas de médaille, oui. c'est la première que j'ai, je te rassure. C'est moi, j'ai bac moins 3, ils m'ont viré en 3. Alors moi j'aime bien l'envers du décor, on me fait des signes, ça va être sans doute la dernière question, donc on va dire qu'on va conclure. Je vous ai vu récemment dans une série assez prenante et assez qui est une réflexion sur la réalité, puisque c'était les disparus de Perpignan, Disparu de la gare. ouais, de la gare, et ça se situe à Perpignan, si je dis pas de bêtises. Perpignan, et on a tourné à Perpignan et Montpellier. Ouais. Comment vous êtes arrivé dans la série et comment vous l'avez vécu? Parce que là aussi, de jouer ce personnage, hein, on va pas tout dévoiler puisqu'il fallait le voir sur les C'est plateformes. pour l'instant sur Disney+, et après Ouais. ça va passer sur TF1. Mais comment on arrive là-dedans et comment on vit ça, quoi? Et ben, la réalisatrice, Virginie Sauveur, m'avait vu dans un autre film, je sais plus lequel, et elle m'a demandé de la rencontrer. Donc on a fait une rencontre avec la directrice de casting, et elle m'a proposé le rôle. Et ce qui est très bizarre dans cette série, bon, déjà la première chose qui est bizarre, c'est que c'est la première fois que je joue un mec qui a vraiment existé. C'est-à-dire quand tu joues un tueur ou n'importe quoi, tu joues quelque chose qui existe sous la plume d'un auteur. Un auteur, il te dit ça, dans le film de Neuilly Poissy avec Boublil, je fais un gitan qui a décapité sa femme. Voilà, ok, pas de problème. Mais là, c'est vraiment un mec qui a vraiment existé, qui est en tôle, qui est en prison, qui a vraiment fait tout ce qu'on a fait, donc tu n'abordes pas le rôle de la même manière. Et ce qui était très bizarre pour moi, ma maman est décédée le 25 octobre 2023 à 2h30 du matin. Voilà, ça c'est des dates qu'on se rappelle. Ma sœur m'envoie un texto, elle me dit, maman est partie, il était 2h30 du matin. Et le 25 octobre, le matin, je rencontrais Virginie Sauveur pour ce film-là. Donc je dis à Margaret, ok, merci, donc ma sœur. Je vais au rendez-vous le matin, et la réalisatrice me dit, bonjour Ludovic, elle me fait, ça va? Je dis, oui, ma mère est décédée cette nuit. Ah, elle me dit, d'accord, elle me dit, tu veux qu'on annule le rendez-vous? Je dis, on n'annule rien du tout. Je dis, comme on dit dans ce métier, show must go on, on fait la rencontre et on verra après. Donc on a fait la rencontre, ça s'est très bien passé, et donc c'est pour ça que c'est un casting, une rencontre, on appelle ça comme on veut, parce que je peux pas être casting, mais c'est plus une rencontre, qui était très bizarre, parce que tu vois, ta mère vient de mourir, tu rencontres, et finalement j'ai conclu dans ce qu'elle voulait. Enfin, elle a bien aimé ce que je lui ai proposé. Et après, on a commencé le film. J'avais 2h30 de maquillage sur ce film. Sur les années 90, non, mais sur les années à la fin, j'avais les cheveux longs, faux nez, fausses dents, faux cheveux, machin. Mais c'était très intéressant et très bizarre aussi. Parce que quand je logeais à Montpellier, le matin, je prenais mon petit-déj, parfois avec les familles des victimes. Donc c'était très compliqué, tu vois. Parce que je parlais avec eux, tu vois. Et voilà. Et j'ai une anecdote aussi dingue. C'était à Perpignan. Là, j'étais vraiment habillé en rançon avec les fausses dents, le machin, horrible. Je bois, sans dévoiler le scénario, mais je bois une bière, machin, et une nana qui passe derrière moi, je la regarde comme ça, je pose ma bière, je lui emboîte le pas, donc on se doute de ce qui va se passer derrière, et là, il coupe c'est la fin de l'épisode. Le réalisateur, Justinien, dit, ok, c'est bon, fin de journée, c'est 2h30 du matin, Ludovic, tu peux aller te démaquiller. Je fais d'accord. Et là, il y a une dame qui arrive, qui vient me voir. Une dame qui était d'origine marocaine, je crois, qui avait à peu près 65-70 ans. Elle me dit, elle me regarde comme ça, et elle me dit, il a gâché ma vie. Et elle se met à pleurer. Putain, je dis, bah, écoutez, je suis désolé, tu vois, je ne sais pas trop comment réagir, si je dois la prendre dans mes bras ou machin, c'est compliqué, tu vois. Et écoute bien la question d'après, et je vous expliquerai pourquoi. Et je dis, bah oui, d'accord. Et on m'explique que cette dame, une des femmes qui avait tué Jacques Rançon, s'appelait Mokhtaria Chaïb. Et à l'époque, cette dame, c'était la nounou de Mokhtaria, tu vois, à l'époque. C'était la nounou de cette fille que ce mec avait tuée. Donc, je dis, écoutez, je suis désolé, moi, je peux pas... Et la phrase d'après, elle me dit, il a gâché ma vie. Je dis, hein,
Elle me dit, on peut faire un selfie? Et là, tu te dis, les gens sont très bizarres. Ouais, on est dans plein décalage. Voilà, Hein. je dis, vous voulez pas que je me change, que je revienne à la vie? Non, non, comme ça. Bon, bah d'accord. On a fait une photo, on a fait un selfie. Je me dis, je suis sûr qu'elle l'a fait agrandir, qu'elle prend des fléchettes et que ça, de temps en temps, je sors des trucs. Ah ouais, d'accord. Je suis sûr qu'elle a. Non, je plaisante. Mais c'est très bizarre parce que les gens te disent, il a gâché ma vie, ce que je peux comprendre. Et derrière, on peut faire un selfie. Ouais, on mélange tout finalement aujourd'hui, dans l'émotion, dans les sentiments, dans plein de choses. Voilà. Ludovic Bertigot, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à cet Avec entretien. grand plaisir. Moi, je vous souhaite de passer des belles fêtes, un joyeux Noël, parce qu'on est à quelques jours de Noël. Belle fête à tous Et les j'ai envie de auditeurs vous demander une de petite Studio chose. Public. Est-ce qu'on peut vous revoir dans les mois qui viennent à Saint-Etienne? Ah bah avec moi, alors déjà, je vais très souvent voir les matchs. Ouais, Moi, vous je vais voyez, très souvent voir les on matchs. fait l'interview la prochaine fois devant Geoffroy Guichard. Avec grand plaisir. Je suis très souvent à Geoffroy Guichard pour les matchs. Je suis allé avec Pierre-Olivier Véraud il n'y a pas très longtemps, qui est le rédacteur en chef du Pays Rouennais, lui qui est aussi originaire de Saint-Etienne. On va voir les matchs très souvent ensemble. Jérémy Jacquet de la boutique Taylor Jacquet est fan aussi de Saint-Etienne. Donc ça, moi, quand j'ai accepté d'être ambassadeur, c'est la boutique d'en face, Bella Scarpa, qui sont des amis, qui m'ont dit, écoute, il y a Jérémy Jacquet qui va monter une boutique de sur-mesure, machin, et tu verras, le mec est super sympa. C'est vrai, en plus, qu'il est super sympa. Et en plus, il est supporter de Saint-Etienne, donc j'ai dit, je ne peux qu'accepter. Et vous avez raison, on va aussi remercier Jérémy qui nous a accueillis dans un décor, je le répète une nouvelle fois, mais vraiment C'est magnifique. très beau, il faut venir ici. Et après mon régime, je pense que je vais commander un costume. Non, mais l'avantage, c'est que sur mesure, tu peux même le commander maintenant. Ouais, mais je pense que je vais encore grossir avec les fêtes. Voilà. Et moi, par contre, un petit mot, j'ai deux projets en tant que réalisateur avec une productrice qui s'appelle Virginie Visconti Angélus Productions. Donc on essaye en ce moment de monter des projets en cinéma pour le boulot. Quoi. Voilà. Si vous avez besoin de nous pour la promo, on est là. Avec grand plaisir. Alors on n'a Par pas des contre, millions d'auditeurs, mais on en a quelques-uns mais et ils sont fidèles. On peut se refaire une petite interview à Saint-Etienne devant Geoffroy. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.